je ne me tairai pas à continuer à venir me tirer dessus. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et ça, je n'arrêterai pas de le répéter. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. À qui on viendrait demander de se taire après l'assassinat de son premier frère? On a brûlé mon frère. On ne m'a pas laissé dire au revoir à mon frère Brahim. On a retrouvé mon frère Brahim complètement carbonisé. Et face à ça, vous voulez que je me taise? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pu m'entretenir avec Amine Kessassi, la figure de la lutte contre le narcotrafic en France. Le 13 novembre dernier, son petit frère Mehdi a été assassiné de sang-froid en plein jour par un commando de tueurs dans le 4e arrondissement de Marseille. Un assassinat très probablement commandité dans le but de le faire taire. Ce meurtre a traumatisé toute une ville et tout un pays. Bonjour Amine Kessassi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vivez sous haute protection policière et jeudi dernier, vous avez été exfiltré d'un meeting à Aix-en-Provence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez échappé à une tentative d'assassinat? Merci déjà de me donner la parole. Effectivement, jeudi dernier, l'équipe de sécurité, ces femmes et ces hommes à qui je veux dire merci parce qu'ils prennent des risques pour protéger ma vie. Et donc c'est important de les remercier. Et sont arrivés dans cette petite salle où j'étais avec une dizaine de journalistes et Marc Pénat, qui est le candidat de l'Union de la gauche à Aix-en-Provence, pour me dire qu'on devait sortir, qu'on devait vite partir. Il y a d'ailleurs des audios qui circulent sur cette scène qui a duré très rapidement et où je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Et on m'expliquait qu'il y avait effectivement une menace imminente. On a tendance à mettre le projecteur sur Marseille, montrer que ce qui se passe à Marseille. Il se passe des choses ailleurs. Ailleurs, il y a aussi... Pardon ? Non, on y va bien. Non, on y va. Pardon. Pardon, je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe. On l'entend sur l'audio, vous vous excusez presque, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je me suis excusé auprès des personnes qui étaient dans la salle puisqu'on était dans un échange et on l'entend, on m'a coupé dans ma phrase. Et donc c'est pour ça que je me suis excusé auprès de ces personnes parce que je partais comme ça de façon précipitée. Et avant de gagner la voiture, on m'a expliqué ce qui s'est passé. Donc on a tout de suite décidé de partir loin pour garantir la sécurité de celles et ceux qui étaient présents à ce meeting, pour envoyer un message en expliquant que Amine n'était plus là. Donc ça servait à rien de venir me chercher là-bas. Et je vous laisse imaginer l'horreur que ça aurait pu être que d'être dans une salle où il y avait à peu près une centaine de personnes lors d'un meeting et qu'un commando arrivait pour m'ôter la vie. Parce que c'est possiblement ce qui est en train de se passer, un commando qui arrivait. L'information qu'on m'a effectivement communiquée, c'était qu'un commando... Parce on a entendu parler d'un AirTag, d'une balise GPS qui aurait été positionnée sous l'une des voitures de votre dispositif de surveillance. C'est avéré? Non, on est d'ailleurs, quand on parle de protection policière, il ne s'agit pas d'un dispositif léger, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on peut porter, qu'on peut vivre comme ça. Moi, cette nuit-là, jusqu'à 5h du matin, on était dans une base militaire pour tester toutes les voitures. Jusqu'à 5h du matin, on est resté éveillé à surveiller voiture par voiture. Moi, je voulais être avec ces policiers qui étaient en train d'inspecter, de vérifier les voitures pour voir au plus près ce qui se passait. Donc on est resté jusqu'à 5h du matin, on a ensuite pu dormir quelques heures et le lendemain matin, des vérifications ont de nouveau été menées. Et effectivement, il s'avère qu'aucune balise, aucun AirTag n'a été détecté ni trouvé. Et donc aujourd'hui, l'enquête nous dira comment, si c'est avéré qu'un commando était en train d'arriver à nous, chose qui est très probable, comment ces personnes ont eu l'information. Et donc moi, dans mes équipes, on est aussi en train de mener la liste de qui était au courant de ma présence à ce meeting à Aix-en-Provence. Et est-ce qu'on sait qui en veut à votre vie? Est-ce que vous le savez? Vous savez, depuis le 18 août, depuis ce jour où on m'a appris qu'un contrat avait été placé sur ma tête, un contrat, c'est une somme d'argent qu'on place sur la tête de quelqu'un pour demander à des assassins d'exécuter ce contrat moyennant monnaie, moyennant argent. Et donc, depuis le 18 août, c'est la question que je n'arrête pas de me poser, c'est de savoir qui
sont ces personnes, qui sont ces groupes mafieux qui en veulent à un jeune de 22 ans, un jeune qui n'a pas les moyens qu'ils ont, et comment moi, à 22 ans, je peux représenter une menace pour eux, jusqu'au point d'en assassiner mon petit frère, Mehdi, le 13 novembre dernier, pour rien, parce qu'il était mon petit frère. Mehdi, il était coupable que de ça, d'être mon petit frère. Et donc voilà, moi c'est la question que je me pose, de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tout cet acharnement contre moi. Pour donner un peu de contexte, on est actuellement dans un studio qui est tenu secret. Il y a des gens armés qui vous suivent pour assurer votre sécurité 24 heures sur 24. Prendre la parole, c'est aussi un moyen de vous protéger quelque part. Prendre la parole, c'est effectivement un moyen de me protéger, un moyen de dire que le combat n'est pas perdu, que la cause, elle doit être menée, qu'on doit se lever face au narcotrafic. On y parlera tout à l'heure des réponses qu'on peut apporter face au narcotrafic, et ces réponses, elles passent par la prise de parole. Je disais, lors de la marche blanche en hommage de mon petit frère Mehdi, pour qui je me bats aujourd'hui, pour sa mémoire, je disais, on ne peut pas tuer tout un peuple. Et c'est vrai, on ne peut pas tuer tout un peuple. Si on est des milliers à se lever, si on est des milliers à prendre la parole dans la lutte contre le narcotrafic, ils ne pourront pas tous nous tuer. Et donc c'est important pour moi de prendre la parole. J'ai appris quelque chose du haut de mes 22 ans, c'est de vivre le jour et de me dire que peut-être demain matin je ne serai plus là. Et donc c'est important pour moi de faire passer les messages que je dois faire passer. Et malgré les menaces qui pèsent sur vous, vous avez annoncé il y a quelques jours votre intention de vous présenter pour les élections municipales à Marseille sur la liste du maire sortant Benoît Payan. Cette candidature, c'est aussi un message, c'est pour dire que rien ne pourra vous faire taire. Rien ne pourra me faire taire. Et je l'ai dit tout de suite après l'assassinat de mon petit frère Mehdi, c'est que je ne me tairai pas. Vous savez, quand on vient d'une cité, quand on vient d'une fratrie de six enfants, et aujourd'hui on est plus que 4, quand on vient d'un milieu modeste, quand on vient d'un milieu où ses parents n'avaient pas forcément de diplôme, où la seule arme que j'ai pu trouver moi dans ce combat, c'est ma parole, ma voix, les mots que je peux poser, la plume, puisque j'ai publié en octobre dernier un livre, Marseillais suite et larmes, aux éditions Le Bruit du Monde. Et donc la plume, les mots, c'est l'arme la plus puissante moi que j'ai trouvée pour combattre face à ce fléau. Votre quotidien sous surveillance policière, est-ce que vous pouvez nous le raconter? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? J'imagine qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Je peux plus rien faire. Je peux plus vivre. Aller acheter un pain m'est devenu impossible. Aller acheter une baguette, aller faire mes courses, c'est plus possible. Sortir m'acheter des vêtements, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase de survie en fait. Je suis dans une phase où on me fait régulièrement changer de lieu de domicile, où je suis jamais sur un point fixe, où je peux parfois voir mes proches, parfois pas. Parfois, je suis complètement isolé, complètement mis à l'écart de la société, dans une bulle, dans des bases militaires. Et donc à 22 ans, et peu importe l'âge qu'on a d'ailleurs, c'est pas une vie de vivre comme ça. C'est pas une vie d'être menacé en permanence parce qu'on a osé prendre la parole et dire des choses, dire des mots sur ce qu'on vit, sur ce que nous vit, sur ce que le narcotrafic coûte à nos vies. Et donc pour ça, c'est important de comprendre que à chaque fois qu'on sort, il y a un dispositif énorme qui est déployé, énorme, qui n'est jamais le même. D'ailleurs, pour arriver ici, il y a des voitures de police qui sont positionnées un peu partout dans le coin. Enfin, je veux dire, il y a un vrai dispositif de sécurité qui est déployé. Et encore une fois, moi, je veux vraiment dire merci à ces femmes et ces hommes qui assurent ma protection, parce qu'ils viennent risquer leur vie pour protéger la mienne, et donc c'est important de les remercier. Votre petit frère a été assassiné il y a près de 3 mois. Est-ce que aujourd'hui vous avez pu entamer votre deuil? Vous savez, moi, le deuil, c'est quelque chose par quoi je suis déjà passé. À 17 ans, j'apprenais que mon grand frère Brahim, qui en avait tout juste 22, avait été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Calciné dans le coffre d'une voiture. Et donc, ce deuil, ces phases de deuil,
qui peuvent passer par plusieurs choses, parfois de la colère, parfois de la rancœur, parfois de la haine, parfois de la tristesse, parfois une envie de tout claquer. C'est quelque chose que je connais trop bien malheureusement, et aujourd'hui je passe de nouveau par cette étape. J'ai décidé d'occuper mon temps, j'ai décidé d'occuper chaque seconde de mes journées, chaque instant de mes nuits où je n'arrive plus à dormir, et afin de m'éviter de penser, afin de m'éviter de réfléchir. Et puis pendant plus de 5 ans, avec l'association Conscience que j'avais fondée avant le décès de mon grand frère Brahim, qui aujourd'hui accompagne les familles de victimes, accompagne les mamans qui ont perdu des enfants dans le narcotrafic. Avec cette association, j'ai accompagné des centaines de mamans partout en France qui ont perdu des enfants dans les mêmes circonstances. Et donc ces phases de deuil, c'est des choses que j'ai trop vues devant moi. Moi, quand je marche aujourd'hui dans la rue, quand je marche tout court, j'ai l'impression de marcher avec une armée de fantômes derrière moi. J'ai l'impression de marcher avec les centaines des visages de ces enfants que j'ai pu voir et qui ont été assassinés, ces amis que j'ai perdus dans la guerre du narcotrafic, mes frères que j'ai également perdus. Et donc pour ça, face à ça, il y a une vraie lutte à mort qui est engagée. Et c'est soit je continue à parler, je continue à me battre, ou soit ces personnes arrivent à m'assassiner et elles auront gagné cette guerre. C'est possible de faire son deuil, de faire le deuil de votre frère, de vos frères, tant que les assassins ne seront pas jugés et mis derrière les barreaux? Moi, je distingue deux choses. Je distingue ma vie, la vie de mes frères, qui ils étaient, ce qu'ils étaient, comment ils étaient, les liens qu'on avait, et mon deuil, il est dans ça. Et après, il y a une question de justice. Et cette question de justice, effectivement, tant que ces personnes ne sont pas arrêtées, tant que ces personnes ne répondent pas de leurs actes. Et moi, je vais vous dire, la question principale que je me pose, et ce que je voudrais savoir lors du procès des assassins de mon petit frère Mehdi, c'est de savoir si ce 13 novembre, ils ont assassiné Mehdi pour me faire taire, pour m'intimider parce qu'ils n'ont pas réussi, ou est-ce que c'est parce qu'ils m'ont confondu, parce qu'ils ont confondu Mehdi avec moi, et ont donc assassiné mon petit frère. C'est la seule question que je me pose aujourd'hui. C'est une question un peu de culpabilité. Vous le dites, ça aurait dû La être moi. culpabilité, c'est quelque chose qui est en moi, quelque chose que je n'arriverai jamais à retirer. On me décrit souvent comme étant, comme le narcotrafic étant le combat de ma vie. Mais moi, je pense que le combat de ma vie, ça va être cette lutte contre la culpabilité, cette lutte contre ce qui me ronge, contre ce qui vient hanter mes nuits. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui me pèse énormément aujourd'hui. Depuis 3 mois et même depuis 5 ans, le militantisme, la lutte pour cette cause, c'est devenu une forme de refuge, et vous êtes quelqu'un qui travaille énormément, mais est-ce que à côté de ça, vous êtes quand même suivi en termes psychologiques pour aller mieux? Vous êtes passé par des étapes très difficilement imaginables. On dit souvent que les cordonniers sont plus souvent ceux qui sont Les plus mal chaussés. les plus mal chaussés. Et donc, j'ai toujours, moi, prôné auprès des mamans de victimes l'accompagnement psychologique qu'on peut leur proposer, octroyer. La psychologue de conscience avec qui j'échange énormément, parfois en faisant des allusions à moi. Cette psy qui est partie voir ses mères de victimes, que je défends auprès de ces familles de victimes en disant que l'accompagnement psychologique il est important. Aujourd'hui, mon deuil il va se passer en plusieurs étapes. Il y a d'abord cette étape-là d'occupation et qui m'aide de m'occuper, de ne pas penser, etc. Même si ce que je redoute le plus, c'est les nuits en fait, c'est parce que c'est là où on se retrouve seul face à soi-même. Et donc c'est la nuit qui est le plus compliqué pour moi, mais l'accompagnement psychologique il est primordial, et viendra le temps où je pourrai parler, où je pourrai m'exprimer. Et là d'ailleurs ce qu'on fait c'est aussi une forme d'accompagnement psychologique que vous m'octroyez, de pouvoir discuter, de pouvoir mettre des mots. L'accompagnement psychologique il est important chez les familles où on n'arrive pas à mettre des mots sur les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui m'exprime, quelqu'un qui parle. Et donc, de fait, ma parole, ce que je suis en train de vous dire, c'est en quelque sorte un accompagnement psychologique que je suis en train de C'est un faire. travail thérapeutique, en fait, Tout à fait. de vivre comme ça. Tout à fait. Et après, viendra un temps, effectivement, où certainement je devrais être accompagné cette fois par des professionnels de la santé mentale. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens se sont dit au lendemain de la mort de votre petit frère. On vous a vu prendre la parole dans plusieurs médias.
Moi, je me suis demandé, mais comment fait-il pour tenir debout? Où est-ce que vous avez trouvé cette force? Et je me suis dit aussi, il viendra un temps un peu de la redescente et du deuil. Et là, on est 3 mois après tout cela, et vous êtes encore là, debout, comme un roc, comme si presque rien ne vous atteignait. En tout cas, vous ne le montrez pas. C'est important de ne pas le montrer. C'est important de vivre avec ses émotions, c'est important d'accepter d'être malheureux aussi. Moi, je l'accepte. Mon malheur, ce que je vis, c'est quelque chose de très intime. Et je ne suis pas de celles et ceux qui viennent étaler leurs émotions, qui viennent quémander de la pitié de la part des gens, etc. Moi, c'est pas ce que je demande. Moi, je demande juste qu'on mette des moyens dans la lutte contre le narcotrafic. Je demande juste qu'on permette aux générations futures, qu'on permette aux jeunes des quartiers populaires d'avoir des perspectives d'avenir. Je demande juste que des Amine Kessassil n'en existent plus. Plus personne ne doit vivre avec cette culpabilité. Moi, j'ai que 22 ans. Si ces assassins n'arrivent pas à m'atteindre et que je mène mon petit bout de vie, je vivrai toute ma vie avec ça. J'ai été condamné à perpétuité 2 fois, à 2 reprises. Et donc, venir étaler mes émotions, bon, c'est quelque chose que je pourrais faire, les gens comprendraient, etc. Mais c'est pas aujourd'hui ce que j'ai envie de faire. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apporter des réponses politiques dans cette guerre de la drogue. J'ai envie d'apporter des réponses sociétales face au narcotrafic. Et pour ça, c'est important, à titre personnel, d'accepter le deuil, d'accepter d'être malheureux, et c'est quelque chose que j'accepte. Et est-ce que c'est aussi quelque part pour montrer aux assassins de vos frères que vous êtes forts, que vous ne lâcherez rien? Ah mais ça, ils le savent, et je leur redis encore, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas à continuer à venir me tirer dessus. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et ça, je n'arrêterai pas de leur répéter. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. À qui on viendrait demander de se taire après l'assassinat de son premier frère? Vous savez, moi, quand j'ai pris la parole sur ce sujet, je suis pas sorti de mon chapeau. Je suis pas venu un matin en disant bonjour, je m'intéresse au narco dans le cadre de mon mémoire ou d'un sujet sociologique. Non, j'ai été marqué dans ma chair, j'ai été frappé, j'ai été endeuillé. On a brûlé mon frère. On ne m'a pas laissé dire au revoir à mon frère Brahim. On a retrouvé mon frère Brahim complètement carbonisé. Et face à ça, vous voulez que je me taise? Donc j'ai pris la parole sans jamais nommer qui que ce soit, sans jamais cibler qui que ce soit, en disant toujours que l'ennemi du narcotrafic, il est ailleurs, que l'ennemi du narcotrafic, c'est le système, que moi, tous ces jeunes, j'ai envie qu'on leur propose des perspectives d'avenir, qu'on leur offre un avenir meilleur, qu'on leur offre des logements, des emplois, que ces jeunes puissent s'insérer dans la société. J'ai toujours défendu ça. Et aujourd'hui, on vient d'assassiner encore un de mes frères. Et face à ça, on veut que je me tais, face à ça, on veut que je ne parle plus, face à ça, on veut que je ne porte plus de combat, je ne peux pas me taire. Pour honorer la mémoire de votre frère, vous avez organisé une marche blanche sur les lieux du meurtre. Marche blanche qui a réuni plus de 6000 personnes, dont plusieurs personnalités politiques. 3 mois après, qu'est-ce qu'il reste de cette mobilisation? Sur ce rond-point que je me maudis tant, on était presque 10 000, on était un peu plus que 6 000. Et ce rond-point, moi je le maudis parce que c'est un rond-point que je déteste, parce que c'est un rond-point où je vois mon petit frère Mehdi étalé au sol, c'est parce que c'est un rond-point où, pour plusieurs raisons, je maudis ce rond-point. Et donc, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est le courage des Marseillaises et des Marseillais. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est la force des Françaises et des Français, puisqu'il y a eu un rassemblement partout en France à la même heure. Devant l'hôtel de ville de Lyon, à Bordeaux, à Lille, partout. Des gens se sont réunis par centaines, partout en France, pour apporter leur soutien à la mémoire de Mehdi, pour apporter leur soutien dans ce deuil, pour dire qu'on ne se taira pas face au narcotrafic. Et c'est ce courage des gens qui aujourd'hui est à souligner et à qui je veux dire merci. Et ce courage, il se traduit aussi par quelque chose, il se traduit par la force que m'ont donné ces milliers de visages à tenir debout et à être là aujourd'hui. Le 18 novembre, l'Assemblée nationale a rendu hommage à votre frère. Vous avez l'impression que votre appel, il a été entendu par les pouvoirs publics? J'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne, depuis le 13 novembre, ne peut dire « je ne savais pas ce que coûtait le narcotrafic aux vies des habitants des quartiers populaires, je ne savais pas ce que coûtait le narcotrafic aux vies des habitants en général, je ne savais pas ce que causait le narcotrafic dans les cités ou ailleurs, dans les zones rurales ». Plus personne ne peut le dire.
il y a eu un moment d'émotion, un moment de frappe en fait, parce qu'à travers Mehdi, à travers moi, c'est la République qu'on a touché, c'est la liberté d'expression puisqu'ils ont assassiné le frère d'un auteur, c'est tout ça qui a été attaqué. Et maintenant que ces émotions sont passées, maintenant que l'émoi des gens s'est un peu retombé, c'est important maintenant qu'on ait des réponses politiques. Et face un peu à ce vide aujourd'hui de réponses politiques sur la lutte contre le narcotrafic, j'ai décidé moi d'être candidat à Marseille sur la liste du maire sortant, Benoît Payan, Printemps Marseillais, pour apporter ces réponses politiques. Après la marche, certains ont dénoncé l'absence de personnalités comme des rappeurs, des footballeurs. Vous auriez aimé obtenir plus de soutien médiatique, ou vous comprenez que certaines personnes sont un peu frileuses à l'idée de se positionner sur un sujet aussi sensible que le narcotrafic? Vous savez, ce qui m'a beaucoup interrogé et intrigué, c'est pourquoi est-ce qu'on veut me ramener au monde du rap et du football? Pourquoi est-ce que les libraires et les auteurs ne se sont pas exprimés? Pourquoi est-ce que celles et ceux qui brandissaient leur stylo rouge et parlaient de Boalem Sansal à chaque phrase ne se sont pas exprimés? Pourquoi ces personnes qui sont les plus grands défenseurs de la liberté d'expression ne sont pas venues en disant « Ah, Amine Kessassi est un auteur. Mon livre, il est moins important que celui des autres. Il est moins rédigé que celui des autres. Je ne crois pas. » Et pourquoi est-ce que le monde littéraire, le monde qui a tendance à défendre la liberté d'expression, pourquoi ces gens-là ne se sont pas levés? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus exprimer leur colère face à l'attaque contre la liberté d'expression qui a été orchestrée le 13 novembre? Pourquoi ces gens-là ne sont pas venus? Et donc en fait, on peut balancer la pierre à tout le monde. Moi, je dis juste que les personnes qui n'étaient pas là ont certainement des raisons, parfois entendables, parfois pas du tout. Parfois parce qu'elles se rendent complices aussi de ce système par leur silence. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 000 personnes qui étaient debout. Ce qui m'intéresse, c'est ces milliers de familles de victimes qui sont venues dire, en fait, ok, on est endeuillé, ok, on a peur, mais on est debout. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, dans cette mobilisation. C'est la force de ces mamans, de ces mères qui ont tenu debout, de ces mères qui, dans les cités, sont les derniers remparts de la République, et de ces mères qui sont le pilier de nos quartiers, le pilier de nos familles à qui on ne rend jamais hommage. Et moi, je veux leur rendre hommage. De ces mamans à qui, lorsqu'il y a un problème, on vient confisquer les prestations sociales, on vient confisquer les logements sociaux, on essaye de punir les mères pour tenir les fils, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on vienne s'en prendre aux mamans comme ça. Et ça dénonce une lâcheté de la part de nos institutions. Une lâcheté de venir s'en prendre à des mamans qui tentent combien que mal à élever leur enfant lorsqu'on n'a pas eu le courage d'aller à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Thaïlande, combattre les têtes de réseau qui eux sont armés jusqu'aux dents, qui eux ont des milices autour d'eux, qui eux vivent des milliards que génère le narcotrafic. Ça dénonce une lâcheté absolue de s'en prendre aux mères de victimes et pas aux véritables auteurs qui sont à l'étranger. L'assassinat de votre frère, qui, je le précise, n'était lié ni de près ni de loin au narcotrafic, il préparait même le concours pour devenir gardien de la paix. Son assassinat, il a été taxé, décrit comme un assassinat d'avertissement. C'est une description que vous refusez. Pourquoi? Un avertissement, c'est pas ça. Le mal a déjà été fait. Le sang a coulé. Un avertissement, c'est justement on prévient quelqu'un. On l'avertit de quelque chose. Et là, le mal est déjà fait, le sang a coulé. Enfin, je veux dire, on m'a averti de rien. On m'a mis de fait devant une situation. M'avertir, ça aurait été me tirer une balle dans la jambe à moi. À la rigueur, à mon petit frère, même s'il avait rien à voir. Ça, c'est un message. Ça, c'est un avertissement. Mais là, non, c'est un assassinat. Les choses ont été faites. Le sang a coulé et plus rien ne peut me ramener Mehdi aujourd'hui. En tout cas, le procureur de Marseille, Nicolas Besson, il a parlé d'un véritable point de bascule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Depuis l'assassinat de votre petit frère, le narco-banditisme a basculé en France. Ben, vous me permettez de rendre hommage au procureur Nicolas Besson qui aujourd'hui est à Marseille un vrai expert de ces sujets.
Et moi, ça me rassure d'avoir comme procureur à Marseille quelqu'un qui connaisse les sujets, quelqu'un qui connaisse les dossiers, quelqu'un qui connaisse ce système, le monde des narcotrafiquants et qui sait apporter une réponse courageuse, une réponse ferme, une réponse telle qu'on l'attend. Et donc, le procureur parlait d'un point de bascule. Non pas dans une logique de le contredire, je pense que le point de bascule, il remonte à bien longtemps. Le point de bascule, il remonte à lorsque Nicolas Sarkozy a décidé de retirer les services publics des quartiers populaires, lorsqu'il a décidé de retirer la police de proximité en expliquant que les policiers n'étaient pas des animateurs de quartier, qu'ils n'étaient pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Le point de bascule, il est lorsque les gouvernements successifs ont décidé d'abandonner les quartiers, d'abandonner la question de la drogue, de laisser les narcotrafiquants s'organiser. Il était là, le point de bascule. Il était il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais effectivement, depuis le 13 novembre, on a ce goût amer de se dire, en fait, on aurait peut-être pu l'éviter, on aurait peut-être pu faire les choses différemment, on aurait peut-être pu donner les moyens suffisants dans la lutte contre le narcotrafic, on aurait pu mettre un terme à cette guerre il y a un moment. Bon, ben, c'est pas fait, et donc maintenant, il faut se lever, il faut le faire, il faut construire des réponses politiques, et c'est toute la nature de mon engagement aujourd'hui. Selon les informations du Parisien et du Monde, les premiers éléments de l'enquête convergent vers le haut du spectre de la criminalité marseillaise, la DZ Mafia, en particulier l'un de ses leaders, qui est, je crois, déjà appelé à comparaître dans l'assassinat de votre autre frère, procès qui aura lieu à l'automne. Est-ce que vous en voulez au pouvoir public de ne pas avoir su protéger votre entourage? Non, moi j'en veux à personne. J'en veux à personne. J'en veux à ce système, j'en veux à ces gens qui ont été happés par l'argent facile, à ces gens qui ont été happés par la narcocratie, le pouvoir qu'ont les narcotrafiquants de se faire passer pour des super-héros, de rendre la jeunesse en esclavage dans les quartiers, etc. Et c'est à ce système-là que j'en veux. Mais ce que je veux dire, c'est que les journalistes qui balancent ces informations-là, je ne leur dis pas merci. Je ne leur dis pas merci parce que le meilleur moyen de faire capoter une enquête, le meilleur moyen de saboter un dossier, c'est justement de mettre tout le monde sur une seule piste. En fait, non. Dès qu'on prend un dossier, dès qu'on prend une enquête, on élargit la vision qu'on a, on étudie toutes les pistes, quitte à les éliminer une à une et arriver sur la bonne piste. Mais là, ils sont en train de nous mettre sur une piste, de nous mettre sur quelque chose auquel je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire tant que l'enquête ne l'aura pas déterminé. Maintenant, voilà, il me semble que les journalistes du Parisien ne sont pas des enquêteurs. Il y a des enquêteurs qui sont sur ce dossier. Il y a le PNACO, le parquet national contre le crime organisé, qui s'est saisi de ce dossier. Et je fais beaucoup confiance en ces gens. Et maintenant, laissons-les faire leur travail. Un travail qui ne doit pas durer. Je suis le premier à être vigilant là-dessus. En fait, il faut qu'on ait des réponses rapidement sur ces dossiers. Demain s'ouvrira d'ailleurs encore un procès. Il me semble que c'est demain. Le procès de ce chauffeur de VTC, Nessim Remdan, qui a été assassiné à Marseille par un jeune de 14 ans à qui ce jeune de 14 ans lui avait demandé de l'emmener sur un lieu pour commettre un crime, mais parce que ce chauffeur a eu le courage de dire non, il a été assassiné. Et donc il y a des choses qui se passent, il y a des enquêtes qui arrivent au bout, qui arrivent à terme, et maintenant moi je fais confiance en la justice, et à la justice de ne pas me décevoir et de ne pas décevoir les centaines de familles de victimes qui sont derrière. Lorsque vous aviez 17 ans, lorsque votre grand frère a été assassiné, c'est à ce moment-là que votre engagement contre le narcotrafic est né? C'est ça, j'avais pris la décision de fonder Conscience, de fonder l'association que je présidais à mes 16 ans, avant l'assassinat de mon frère Brahim. Et depuis l'assassinat de mon frère Brahim, parce que nous-mêmes n'avions pas été accompagnés, parce que nous-mêmes n'avons pas été protégés, mis à l'abri, on n'a pas eu de psychologue pour nous aider, j'ai compris qu'il y avait un vide dans ce pays. Que dans ce pays, on n'accompagne pas les familles victimes qui perdent des enfants, on leur propose rien. Pas un relogement, pas une psychologue, rien du tout. Et donc, en créant Conscience, c'est ce que j'ai voulu faire, combler ce vide, et en créant notamment le dispositif d'accompagnement des familles victimes, c'est de créer cet espace où les mamans de victimes peuvent se retrouver, où elles sont dotées de moyens financiers pour les frais de funérailles, où on a un espace pour qu'elles puissent, malheureusement, lorsqu'elles perdent des enfants, pouvoir venir faire les veillées, recevoir le monde, recevoir la famille dans cet espace, qui est des psychologues qui soient tout de suite détachés et accompagnent ces familles, qui est des avocats qui viennent expliquer à ces familles ce que c'est que se porter partie civile,
comment on fait les demandes de restitution de biens de nos proches, si notre proche, dès qu'il a été assassiné, avait une montre au poignet, un t-shirt, quelque chose qu'on souhaiterait récupérer. Comment on fait ces courriers. Donc c'était important pour moi de créer ce dispositif. J'en ressentais le besoin parce que moi-même, n'ayant pas été accompagné après le décès de mon frère Brahim, je me disais que c'était pas normal. Et puis parce que je ne voulais pas que mon frère Brahim soit mort pour rien. Je voulais qu'on explique que les familles de victimes méritent aussi d'être accompagnées. Et c'est ce qu'on a tenté de faire pendant 5 ans. Et votre grand frère Brahim, il trempait dans le trafic de drogue, il l'a payé de sa vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il est tombé dans cet engrenage ? Lui spécifiquement, je ne saurais pas vous dire. J'étais beaucoup plus jeune, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait, mais je vais vous raconter l'histoire de tous ces jeunes en fait. Parce qu'il ne s'agit pas juste de l'histoire de Brahim, il s'agit de tous ces jeunes qui tombent dans le narcotrafic. Et tous ces jeunes, ils ont toujours un point en commun. C'est qu'il y a 2 profils dans les jeunes qui tombent dans le narcotrafic aujourd'hui. Il y a ceux qui ne sont pas très intelligents et qui le font parce qu'ils sont excités quand ils voient la série Narcos, quand on parle de stupéfiants, quand on parle d'armes, etc. Ça leur procure quelque chose, une forme d'adrénaline qui les booste et qui les attire. Bon, ceux-là ne sont pas très futés et ils nécessitent, je pense, beaucoup d'accompagnement psychologique. Et puis il y en a d'autres. Il y a les autres qui ne se sentent pas à leur place dans la société. Et c'est beaucoup des sociologues qui le disent, qui se sentent marginalisés, qui se sentent en dehors de la fratrie, qui se sentent pas à leur place, pas utiles, qui demandent une reconnaissance qu'ils n'arrivent pas à retrouver, à avoir, qui croient en ce que le narcotrafic leur raconte. Une vie meilleure, de l'argent, Et du coup, c'est pas de la seulement reconnaissance. lié à l'origine sociale. C'est-à-dire qu'on peut être séduit par ce monde-là sans venir forcément Bien sûr. de la misère et d'un Non, quartier populaire. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Plein de jeunes, des enfants de bourgeois, deal dans les hautes soirées de la haute société, non pas parce qu'ils ont besoin d'argent, mais parce que ça leur procure quelque chose, ils se sentent utiles, ils font quelque chose où ils ont de la reconnaissance des gens à qui ils viennent fournir des produits de stupéfiants. Donc, enfin voilà, du coup, il y a vraiment ces 2 profils de personnes. Et puis, il y a effectivement dans le second profil, celui des gens qui ne se sentent pas à leur place, les enjeux financiers, sociaux, etc., qui peuvent entrer en considération, mais qui ne sont pas forcément le majeur principal, même si ils y contribuent énormément. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'existe aucun dispositif pour sortir ces jeunes du narcotrafic. On n'arrive pas à mener, 1, des politiques de prévention, et 2, de les faire sortir. On se rend compte qu'on les met en prison à chaque fois. Quand ils sont mineurs, le lendemain matin, ils sont libérés. Et puis, il n'y a jamais de véritables dispositifs qui permettent du dépaysement, par exemple. Et aujourd'hui... Et la prison, en plus, c'est une formation accélérée, rencontrer d'autres Toutes les criminels. mères que je connais me disent 2 choses. Elles me disent, 1, quand mon fils il est en prison, c'est un peu injuste, mais parfois je me sens un peu rassuré. Je me dis qu'il est entre 4 murs, il va pas faire de bêtises, il va pas être tué, ou il va pas lui-même aller tuer. Et puis d'autres disent, mais moi mon fils c'était un petit jeune en fait, c'était un petit jeune qui répondait un peu, qui n'était pas un voyou, et dès qu'il est entré en prison, qu'il a côtoyé des vrais voyous en prison, il est sorti avec un diplôme de délinquant supérieur. Et ça, c'est ce que des mamans disent, et c'est terrible que des mères racontent ça. Et aujourd'hui, au lendemain de l'élection municipale, je porterai la création de l'Association nationale des maires de France qui agissent contre le narcotrafic, parce que Des maires MER ou MAI MAI, MAI. des maires de communes qui agissent contre le narcotrafic, pour leur créer un espace de discussion, un espace de plaidoyer, un espace de dialogue, où on va pouvoir mener des débats sur est-ce qu'il faut légaliser le cannabis ou pas, des débats sur comment notre pays doit gérer la gestion des drogues, comment on doit appréhender la question de la santé publique. Enfin, il y aura tout un tas de débats sur les dispositifs et de plaidoyer auprès des institutions nationales et européennes. Et puis, il y aura des dispositifs concrets dans cette association, notamment un dispositif dit de dépaysement. Il va falloir qu'on permette à des jeunes de pouvoir être exfiltrés, comme j'ai pu l'être jeudi dernier, de pouvoir être exfiltré de situations et être emmené ailleurs. Le maire de Lyon, par exemple, pourra saisir le maire de Lille, de Bordeaux, en disant moi j'ai 2 jeunes dans ma ville qui veulent sortir du narcotrafic, qui veulent sortir des réseaux, il me faut 2 logements et 2 emplois pour ces jeunes. Et on va pouvoir les dépayser, les emmener ailleurs, leur permettre de bâtir une vie ailleurs, etc. Et ça c'est important.
Parce C'est des qu'aujourd'hui, il solutions n'existe rien. qui existent déjà, par exemple en Italie, pour les repentis, Je pense pour les qu'on a collaborateurs de justice. beaucoup à s'inspirer de la loi italienne contre le crime organisé. Dans votre livre, vous racontez un moment bouleversant. Le jour où vous avez accompagné votre mère en voiture pour aller chercher votre grand frère sur un point de deal. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Un soir, ma mère était sortie pour chercher mon frère Brahim qui n'était pas à la maison. Et c'est ce qu'elle faisait à chaque fois qu'il n'était pas là. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de dire que les mamans, elles sont pas juste là en train de regarder et de dire bon bah il est pas là, je fais rien. En fait, elles essaient de sortir, elles essaient de combattre ce fléau. Et donc, j'étais sorti avec ma mère pour l'accompagner chercher mon grand frère Brahim et elle est tombée nez à nez avec un chef de réseau, avec un grand de ce quartier où on est allé chercher mon frère et elle s'est retrouvée face à lui. Elle avait sorti son téléphone pour lui faire peur, pour lui dire je ne repartirai pas d'ici sans mon fils. Et elle s'était ancrée, elle avait ancré ses pieds au sol, elle se tenait debout face à lui, debout la tête haute comme elle sait le faire. Et celui-ci la menaçait avec une arme en lui disant qu'elle n'avait rien à faire ici, qu'elle ne devait plus revenir et qu'elle devait laisser Brahim Avec faire ce qu'il avait une arme à à faire feu. Il s'est fait pointer une arme à feu. dessus. Et elle a eu un courage absolu, elle est restée debout face à lui en disant qu'elle ne partira pas sans Brahim et au bout de quelques minutes, elle est revenue avec mon frère. Et vous étiez jeune adolescent, dans la voiture, vous assistiez à cette scène. Oui. J'imagine que ça a forgé aussi votre fibre militante. Quand on vit comme ça, quand on vit dans ces situations, quand on connaît ces scènes, je pense qu'on peut soit tomber dans le fatalisme et se dire la vie elle est dure avec nous. Et c'est vrai que la vie elle est dure avec nous. Et on peut à la fois se dire parce que la vie elle est dure avec nous, en fait on va se lever et on va mettre un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre pour avancer. Aujourd'hui, vous leur dites quoi aux jeunes des quartiers que vous rencontrez pour les empêcher de tomber dans le narcotrafic? Et est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Oui, bien sûr, parce que des centaines de jeunes m'écrivent partout en France pour me dire je suis tombé, j'ai besoin d'être aidé parce que ce dispositif de dépaysement, j'attends pas qu'il existe. Moi, dans mes tournées nationales, quand je vais rencontrer des candidats, c'est aussi tisser des liens pour pouvoir permettre après d'avoir les bons relais pour travailler sur ces situations de dépaysement. Et on a accompagné plein de jeunes avec l'association Conscience. Moi, je l'ai fait aussi à titre personnel parce que, au fond de moi, je m'en veux peut-être de ne pas avoir réussi à sauver mon grand frère Brahim, à l'avoir sorti de tout ça. Et donc, aujourd'hui, je veux plus qu'aucun jeune ne tombe là-dedans. Et ce que je dis à ces jeunes, c'est qu'on a toujours tendance, l'impression de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Que les scènes de meurtre, ah non, mais c'est toujours les autres. Et mon frère pensait comme ça. Les autres jeunes dont j'accompagne les mamans pensaient aussi comme ça, que ça arriverait qu'aux autres. Et malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et pour ça, c'est important de comprendre que la narcocratie, le narcotrafic, vend une illusion de rêve. C'est pas un vrai rêve, en fait. Le rêve américain, c'est pas le rêve du narcotrafic, c'est pas ce qu'on essaye de vous vendre. Ce qu'on essaye de vous vendre, c'est vous allez vous faire des sous, travailler. C'est faux. Ceux qui vivent bien de l'argent de la drogue, ils sont à l'étranger. Vous allez travailler comme des chiens pour rien, pour moins qu'un SMIC. Vous allez vous faire frapper dès qu'il va manquer 10 euros dans la sacoche. Si la police arrive et que vous n'avez pas donné l'alerte à temps, vous allez vous faire frapper. Vous allez être en permanence dans ces situations de violence, de viol parfois, d'agression, réduits en esclavage, c'est ça en fait. Et puis après, dès qu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous tuer. Narcocratie, c'est un terme, un concept très fort qui revient à plusieurs reprises dans votre livre. Je vous cite, le deal n'est plus une affaire de banlieue, mais une affaire de civilisation. Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien sûr. Parce que d'un point de vue politique, on a très peur de ce terme de civilisation. En tout cas, à gauche, on laisse ce terme à une autre partie de la sphère politique. Et moi, je pense qu'on est véritablement face à un enjeu de civilisation, où on essaye de nous expliquer que l'argent de la drogue, elle vaut plus que la vie humaine. On essaie d'expliquer à ces jeunes que les ordres qu'ils reçoivent de leur hiérarchie, ils sont plus justes, plus cohérents, plus importants que les lois de la République, que les lois de la morale aussi, tu ne tueras point, etc. Et donc, c'est important pour moi d'expliquer qu'on est dans un enjeu civilisationnel parce que c'est soit ils réussissent à renverser un ordre, à établir leur logique à eux. Et la langue, le langage, les mots du narcotrafic, c'est que la violence.
C'est que les assassinats, c'est que ces situations de guerre qu'on connaît. Et donc face à ça, je pense qu'il y a un véritable enjeu de réponse, d'apporter de la douceur dans les quartiers, d'apporter de la douceur partout, d'apporter le service public partout où il n'y en a pas parce que la nature a horreur du vide, d'accompagner ces jeunes, de permettre de créer des perspectives économiques. C'est bien beau de dire la drogue, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes? Il faut qu'on crée des perspectives économiques. Quand on parle de revaloriser le SMIC, moi qui ai été candidat aux élections législatives, beaucoup faisaient campagne en disant c'est un droit social, blablabla, bon, soit. Mais pour moi, c'est surtout le droit de vivre. C'est surtout le droit de vivre dignement de son travail. Et si on veut que les jeunes sortent du narcotrafic, bien sûr qu'il faut revaloriser le SMIC. Bien sûr qu'il faut leur permettre une vraie perspective économique et leur permettre de pouvoir vivre de leur travail. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, la consommation de certaines substances est en pleine explosion. Le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants a presque triplé entre 2010 et 2023. On parle d'un marché qui représente près de 7 milliards d'euros en moyenne chaque année. À votre avis, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer de plus en plus de produits stupéfiants ? On est dans un véritable fléau national où aujourd'hui, je pense que les jeunes ne consomment même plus parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils se sentent stressés. Enfin, à 14 ans, qu'est-ce que tu vas consommer du shit? T'es stressé de quoi? Tu payes pas d'impôts, tu payes pas de factures, t'es stressé de quoi? Et donc je pense qu'il y a un véritable effet de mode, effet de tendance, d'être gangréné par ses fréquentations, etc. La politique de répression, de prohibition qui est menée, elle mène à ça. En fait, on est le pays où on a le plus de répression en matière de consommation de drogue, et à côté de ça, on est le pays qui consomme le plus en Europe, où il y a le plus de consommateurs qui sont de plus en plus jeunes, de plus en plus jeunes. Et donc pour ça, on doit comprendre qu'il y a un véritable enjeu maintenant de mener un vrai plan de santé publique, un vrai plan d'accompagnement, un vrai plan d'expliquer ce que c'est que le cannabis, d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, d'expliquer ce que les gens fument. Et moi d'ailleurs, je m'interroge dans mon livre. Je pose la question de pourquoi est-ce qu'on est dans une société sous dépendance? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sont plus en capacité de faire la fête, de faire l'amour sans tirer un rail de coke? Pourquoi est-ce que les gens ne sont plus en capacité aujourd'hui de rentrer du travail sans avoir à se jeter sur un joint de shit? Pourquoi? Moi, vous savez, et je le dis sans aucune ambiguïté, moi je suis contre la drogue. Mais parce que je suis contre la drogue, parce que je suis contre la consommation de drogue, parce que j'ai moi-même jamais consommé de drogue, que je pense qu'il faut aller vers le chemin de la légalisation du cannabis. Parce qu'aujourd'hui, on est face à un fléau où le cannabis, en termes de consommation en France, ça représente près de 300 tonnes, contre un peu moins de 27 pour la cocaïne. Néanmoins, c'est la cocaïne qui rapporte le plus économiquement aux narcotrafiquants. Et donc je pense qu'en empruntant cette voie de la légalisation du cannabis, on va pouvoir travailler sur des politiques de santé publique, pouvoir travailler sur de l'accompagnement individuel. En fait, en termes d'addictologie, si on veut accompagner les gens, il faut qu'on sache ce que les gens consomment, à quelle fréquence, quand, combien, comment, pourquoi, etc. Et si on veut qu'il y ait un accompagnement médical, socio-médical, il faut qu'on puisse avoir un encadrement de la consommation du cannabis, puisque c'est la drogue la plus consommée aujourd'hui. Et à côté de ça, et je le dis sans aucune ambiguïté, les propos de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en disant aux petits bobos, aux petits bourgeois, je leur dis votre joint de shit a un goût de sang. Et en fait, on pourra tenir cette phrase. On pourra dire à celles et ceux qui, malgré la légalisation encadrée du cannabis, malgré la présence sur le territoire d'une drogue légale, d'une drogue encadrée, et qui feront quand même le choix d'aller consommer la drogue un peu moins chère, celle des quartiers, etc., celle des dealers, celle qui est illégale, là on pourra leur dire, vous êtes complices que leur joint a un goût de sang, et je leur dirai même, vous êtes complices des assassins de mes frères. Parce que vous avez décidé, malgré la drogue légale, de continuer à aller acheter une drogue illégale. Et donc en termes de santé publique, je pense qu'il faut véritablement que la France emprunte ce chemin. Par contre, j'alerte celles et ceux qui croient que la légalisation du cannabis est la solution miracle. Désolé, pas du tout.
En fait, la légalisation du cannabis, c'est ce qui va atteindre économiquement les réseaux. Mais à côté de ça, il faut qu'on continue avec nos politiques de sécurité. Moi, sur la liste du maire de Marseille, Benoît Payan, je porte le doublement des effectifs de la police municipale avec l'adjoint à la sécurité Yannick Oanessian. On va ouvrir une antenne de la police municipale dans tous les arrondissements de Marseille. Je prône pour le retour de la police de proximité. On va travailler sur l'accompagnement des associations, puisque les associations, c'est une réponse sociale dans ces quartiers. Mais en fait, c'est qu'avec cette approche globale sur la question du logement, de l'aménagement de l'espace public, de l'aménagement du territoire, de la rénovation des logements des habitants, de la rénovation des cités, de l'occupation par le service public du terrain, de la dignité qu'on va redonner aux gens avec du travail, avec de la considération. Je crois que c'est uniquement cette enveloppe globale d'action qui peut fonctionner. La légalisation, c'est un débat, c'est un peu un marronnier qui revient tous les 2 ans dans le débat public et ça n'avance jamais. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qui bloque pour que ce débat soit mis au centre ? Ce qui bloque, c'est qu'on ne s'en saisisse pas plus. En fait, les consommateurs eux-mêmes peuvent se saisir de ce sujet, peuvent eux-mêmes le porter sur la table, ceux qui ont une conscience, ceux qui ont une morale. Moi, beaucoup de gens m'ont écrit en me disant j'ai tellement honte de vous écrire parce que je suis moi-même consommateur. Des gens qui ont des belles situations, une jeune fille qui était étudiante en médecine, un jeune qui venait de devenir avocat, un père de famille, enfin plein de gens m'ont écrit en me disant ça. Et à ces gens-là, moi je réponds ne vivez pas avec cette honte. Pour la combattre, menez ce débat, interpellez vos élus, menez-le dans la presse, dans les réseaux sociaux, partout où vous pouvez en parler. Et après, c'est aussi une volonté politique. Qui est prêt aujourd'hui à lancer ce débat ? Et je pense que ça sera une des premières questions qu'on traitera dans l'Association nationale des maires de France. Est-ce que dans cette association, on se dote d'un espace pour ouvrir le débat de la légalisation du cannabis ou pas ? Ça sera aux maires des communes d'en décider. Mais je pense que c'est une question qu'il faudra éventuellement se poser. Vous évoquiez l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui s'en prenait aux bobos et leurs joints qui avaient un goût de sang. C'est vrai qu'on entend de plus en plus souvent ces dernières années un discours politique qui pénalise, qui culpabilise le consommateur. Vous pensez que c'est efficace ? Visiblement non. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est les données. Plus on tape sur les gens, plus les gens vont aller consommer, etc. Donc je pense que c'est pas du tout ce qui fonctionne. Je pense aussi que en termes de responsabilité, c'est pas quelque chose qu'il faille faire. Quand on parle des usagers de la drogue, on parle aussi de gens qui sont parfois malades, de gens qui sont dépendants, de gens qui sont tombés dans des addictions et qui doivent être accompagnés de façon médicale, de façon sociale, etc. Et je ne suis pas certain que blâmer ces personnes soit une réponse, soit un projet politique. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut tracer une ligne politique sur cette parole. Et surtout qu'il n'y a aucune alternative qui n'existe. Et lorsqu'il y aura une alternative, je serai le premier à aller blâmer celles et ceux qui continuent malgré tout d'aller vers une drogue illégale. Et puis, s'en prendre à la demande, c'est aussi... c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le problème aujourd'hui, c'est surtout l'offre qui s'est démultipliée, les prix qui ont baissé. La cocaïne a dépassé en chiffre d'affaires le marché du cannabis en France depuis quelques années. Comment on peut lutter contre ce tsunami blanc qui se déverse sur nos territoires et qui touche d'ailleurs toute l'Europe ? Là-dessus, on n'est pas face à une situation qu'on ne connaît pas. On est face à quelque chose qu'on a déjà pu voir. Moi, je me souviens de la période de la French Connection, du juge qui avait été assassiné sur ce sujet, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, je pense, et les chiffres le disent, la cocaïne c'est 27 tonnes, un peu moins. Le cannabis c'est un peu plus de 300 tonnes. Donc il y a un vrai écart en matière de consommation. La consommation de tous les jours, c'est le cannabis. Et donc c'est ça qu'il va falloir travailler en termes d'encadrement. Aujourd'hui, moi je suis pas... et la position elle peut changer, peut évoluer, on peut en discuter. Mais je suis pas favorable à la légalisation des autres drogues, des drogues plus dures. Je pense qu'il faut d'abord aller sur celle du cannabis, qu'il faut l'expérimenter, qu'il faut la travailler, la structurer. On se trompera peut-être et il va falloir retravailler ce dispositif. L'argument qui vous est répondu la plupart du temps, oui, si on légalise le cannabis, les trafiquants vont se mettre à vendre de la cocaïne. Et ainsi de suite, on monte... D'accord, mais aujourd'hui, la cocaïne, elle est déjà en libre accès. Moi, je vous ramène partout, on peut aller prendre la cocaïne.
Partout dans les points de deal, on peut trouver de la cocaïne en libre accès. Et partout là où la légalisation a été encadrée, jamais on constate l'augmentation de consommation de drogues plus dures. Partout, la cocaïne est déjà en libre accès, en libre service. Si les gens veulent la consommer, ils peuvent déjà le faire. Et les gens font le choix de consommer le cannabis. Donc il va falloir vraiment travailler sur la notion du cannabis pour pouvoir justement donner plus de temps, plus de moyens à la police, pour pouvoir continuer à démanteler les réseaux. Je pense que l'Europe, elle a un enjeu et un avantage et une responsabilité à nous protéger. L'Europe, elle doit, lorsqu'elle passe des accords de libre-échange avec des pays tels que l'Arabie Saoudite, Dubaï, la Thaïlande, etc., en leur disant, vous devez accepter les demandes d'extradition de têtes de réseau. Les têtes de réseau qui vivent très bien de l'argent de la drogue, qui sont cachés, planqués comme des lâches chez vous. Ces gens-là, vous devez nous les renvoyer. Vous devez nous les renvoyer pour qu'ils soient jugés, pour qu'ils comparaissent devant la justice. Et surtout, ces gens-là, ils doivent répondre de leurs actes. Et l'Europe, elle doit se doter d'un OFAST, un office anti-stupéfiant au niveau européen, pour permettre l'organisation des services de police, afin que par la suite, ils puissent continuer à aller démanteler les réseaux, à aller à la tête du mal et à pouvoir finalement ne pas s'attaquer uniquement aux petits jeunes qui en pied d'immeuble, qui ont 14 ans et qui se font remplacer le lendemain matin, mais plutôt à celles et ceux qui commandent, qui organisent et qui vivent de ce fléau. Je reviens sur la légalisation. Est-ce que si ce débat n'émerge pas, est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie politique parce que si on coupe ces revenus illégaux parallèles des cités, des quartiers populaires, en fait, on les asphyxie. Aujourd'hui, c'est les revenus de la drogue, c'est une soupape de beaucoup de quartiers en France. Il faudrait que ce soit accompagné d'une forme de plan Marshall. Bon, je l'ai toujours dit, la réponse au narcotrafic, c'est une réponse à 360 degrés. Il faut de l'emploi, des logements, de l'éducation, etc. Et donc, la solution, elle passe aussi par là. Maintenant, je pense effectivement qu'il y a une forme d'hypocrisie dans la sphère politique. Je pense aussi que les élus ont peur de comment leur électorat peuvent réagir, de comment les gens peuvent réagir. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui y sont favorables. Il y a aussi beaucoup de partis, aussi beaucoup de tendances qui y sont favorables. D'ailleurs, des maires de droite que je connais qui sont favorables à la légalisation encadrée du cannabis. Et je suis certain, et j'ose l'espérer en tout cas. Ils n'osent pas trop le dire trop fort. Non, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Vous avez l'impression que passer un message au travers de votre micro, c'est en appeler au président de la République, à Emmanuel Macron, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai beaucoup discuté ces derniers temps, avec qui on a porté le plan Marseille en grand. C'est de dire qu'avant son élection de 2017, il se disait favorable à l'ouverture d'un débat. Je ne demande pas de prôner la légalisation du cannabis, mais je demande au président de la République, avant la fin de son mandat, puisqu'il ne se représente plus au suffrage des Françaises et Français après, donc il n'a pas d'enjeu électoral. Je pense qu'il a un espace à ouvrir sur le débat de la légalisation du cannabis, et je pense que ça sera aussi un enjeu de l'élection présidentielle juste après. En tout cas, moi, je veillerai à ce que la lutte contre le narcotrafic, comme à cette élection municipale, pour l'élection présidentielle, soit un enjeu principal et un enjeu majeur. Ces dernières années, l'État a mis en place des opérations spectaculaires appelées Place Nette pour démanteler des points de deal un peu partout en France, notamment à Marseille. Entre fin 2023 et avril 2024, c'est près de 500 opérations qui ont été menées. Elles ont permis de nombreuses interpellations, des saisies de drogue, d'armes, mais le trafic n'a pas diminué. Au contraire, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'un point de vue répressif pour démanteler ces réseaux ? Justement, il ne faut plus travailler sur uniquement du répressif. Je pense qu'il faut travailler sur, dans un premier temps, la tête qu'il faut aller chercher à l'étranger, etc. Mais sur ces réseaux, en fait, c'est comprendre face à qui, face à quoi on se bat. Et on a beaucoup sous-estimé. J'entends encore ces derniers temps des débats sur est-ce qu'il faut caractériser ces groupes comme étant des groupes mafieux ou pas. Bon, vous parlez à quelqu'un qui fait des études de droit, quelqu'un qui a écrit récemment un livre. Je sais l'importance des mots.
Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire que ça s'appelle un groupe mafieux ou pas? Enfin, je veux C'est dire. un débat sémantique. Ah mais tellement, et tellement malsain aussi des personnes qui le prononcent. Parce qu'à ces gens-là, et j'ai écouté dans plusieurs émissions des personnes tenir ces débats, des grands spécialistes comme on les présente, je leur dis honte à vous. Depuis vos canapés, vous êtes en train de débattre sur est-ce qu'il faut appeler ça un groupe mafieux ou pas. Mais nous, on se fait tirer par ces gens-là dessus. On se fait assassiner par ces gens-là. Après, Nous, nos mamans, elles pleurent. Non mais enfin, je veux dire vraiment, on en est arrivé à là, à débattre sur est-ce qu'il faut appeler ça un groupe mafieux ou pas. Et moi là-dessus, j'ai aucune tolérance. Aucune tolérance, parce que pendant que ces gens-là sont sur leur canapé en train de débattre de ça, nous on est sur le terrain en train de se faire tuer dessus par des mafieux, par des narcoterroristes, par des tueurs, ce que vous voulez. En fait maintenant c'est bon, enfin je veux dire, on a compris. La mafia, ce que c'est, d'accord, c'est en Italie, etc. Ces gens-là sont organisés comme des réseaux mafieux. Ils essaient aujourd'hui de diversifier leurs revenus. La DZ aujourd'hui, ils vont dans les commerçants, dans les commerces, mettre des taxes. Si les gens ne payent pas, ils brûlent leur alimentation, ils brûlent leur restaurant, ils s'en prennent à leurs proches. Ils ont des réseaux de blanchiment d'argent, ils ont des réseaux partout sur des trafics d'armes, des trafics de prostitution. Enfin voilà, ils se sont organisés de corruption. La Cour des comptes alerte sur un niveau de corruption à cette élection municipale qui est énorme. Donc, enfin, je veux dire, le débat, il est là, quoi. Maintenant, on a besoin d'avoir ces solutions. Et moi, j'ai toujours comparé le narcotrafic, finalement, à la pyramide du capitalisme. Où tout en bas, on a les gens qui travaillent pour 3 fois rien, pour moins qu'un SMIC, et qui sont ceux qui seront à chaque fois tués, etc. Et au sommet, les têtes de réseau, qui vivent très bien de l'argent de la drogue, qui vivent à l'étranger, etc. Si on veut s'attaquer de front, de face à ces réseaux, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller taper. C'est au sommet du spectre, c'est tout en haut qu'il va falloir organiser les choses. Et puis, je le dis aussi, puisque il faut dire les choses qui vont, les choses qui fonctionnent dans les opérations place net, etc. Il faut aussi dire ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le fait que la police ne reste pas après. La police eux-mêmes dit on n'a pas le temps de travailler, en fait on demande de venir faire du chiffre et repartir. Ça a pu fonctionner par moment, mais maintenant qu'on n'est plus dans cette situation urgente, que la pression est redescendue, bon, bah, il faut qu'il y ait une présence pérenne de la police. Et puis il faut travailler sur le monde carcéral. Puisque je lisais comme vous chez vos confrères du Parisien que les contrats qui sont émis contre moi proviennent de personnes qui sont potentiellement actuellement en prison, incarcérées. Donc travaillons sur le système carcéral. Et moi je me montre très favorable, très regardant sur les prisons de Gérald Darmanin, ces prisons de haute sécurité. Qui s'inspire justement du modèle italien, du régime 41 bis, isolement Tout à fait. total. Et celles et ceux qui viennent prôner les libertés individuelles, les droits carcérales, etc. Bien sûr, soit. Et il faut veiller à ce que ces personnes soient traitées malgré leurs actes dans la plus grande dignité. En tout cas, que ça soit à l'image de la République. Néanmoins, ne venez pas nous mener des débats à l'Assemblée nationale uniquement sur ce point-là. Et moi, aux gens à gauche qui prennent cette parole face aux prisons de haute sécurité, je leur dis honte à vous. Honte à vous parce que si la personne qui a émis potentiellement le contrat contre moi était dans cette prison de haute sécurité, elle n'aurait potentiellement pas pu le faire. Cette personne a été par la suite transférée dans une prison de haute sécurité au lendemain de l'assassinat de mon petit frère Mehdi. Et donc ce transfert, il aurait dû avoir lieu plus tôt. Avant, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, savoir si vous en voulez, si les mesures prises pour votre sécurité, celles de votre entourage avaient été Vous avez vu, il n'y a aucune colère colère dans mes paroles, aucune haine dans mes propos. Il y a simplement maintenant, menons les vrais débats et par pitié, à celles et ceux qui sont en responsabilité, arrêtez d'allumer des contre-feux, de créer des débats ailleurs là où il n'y en a pas, sur les qualités des matelas dans les prisons, sur le terme de mafieux ou pas. En fait, on est face à quelque chose qui broie nos vies. Je comprends que vous, vos vies, elles ne sont pas impactées par ça. En tout cas, nous, nos vies, elles le sont. Donc si vous n'êtes pas en capacité de mener la réponse urgente sur le narcotrafic, laissez-nous faire parce que nous, on veut que ce système s'arrête, que ce fléau s'arrête et que le sang arrête de couler dans nos cités. Je voudrais citer un autre extrait de votre livre. Dans le premier chapitre, vous évoquez la fascination pour les fictions qui parlent de narcotrafic, les séries comme Narcos, par exemple, qui racontent la légende de personnages comme Pablo Escobar. Vous dites, je cite, « Derrière chaque fiction, il y a des noms qui ne sont pas au générique, des histoires qui ne feront jamais l'objet d'une adaptation, la mère à qui on dit que son fils est mort brûlé dans une voiture. » Aujourd'hui, comment elle va, votre maman ?
Ma mère, elle va comme une femme qui a enterré deux de ses enfants, comme une femme qui est anéantie, qui est brisée, comme toutes ces mères de victimes. Et moi, je refuse de parler uniquement de ma maman. Il faut qu'on parle de toutes ces mères qui vivent la même chose que ma maman. On a toujours voulu, vous savez, les mots sont importants et certains parlent victime collatérale, victime innocente, victime coupable, etc. Là aussi, j'en veux à ces personnes. En fait, on est aussi en train de trier dans les morts. Lui, il méritait de mourir parce qu'il était dans le drogue. Lui, non. Lui, c'est une bonne victime. Lui, c'est une mauvaise victime. Une victime est une victime, une maman qui perd un enfant est une maman qui perd un enfant. Ma mère, la mère de Soukaina, la femme de Nessim Ramdan, ce chauffeur VTC qui a lâchement été assassiné, à qui il faut rendre hommage. Ces dames, elles pleurent de la même façon. Elles ont l'impression de la même façon que quelque chose leur a été arraché. Et moi, je crois véritablement et je l'espère, l'avènement de fiction où on raconte le narcotrafic, où on raconte les fusillades, non plus par le prisme des auteurs de ces crimes, parce qu'à chaque fois qu'on voit des scènes de crimes dans les films, on est embarqué dans la voiture du meurtrier, on a la vision du meurtrier. Et je rêve de voir une fiction où on a le prisme depuis le balcon d'une maman, de voir ce que la maman voit d'en haut. Ce qu'elle voit par sa fenêtre quand elle voit une voiture, les vitres teintées, faire une descente dans une cité pour assassiner les enfants qu'elle connaît en pied d'immeuble, la voir comment elle est étalée au sol, comment elle... et ça c'est important, ça raconte la vie des gens. Mais vous en voulez un peu à cette narcoculture qui gagne aussi les jeunes en France? Moi je parle de narcocratie, la narcocratie c'est ça. La narcocratie, c'est ce pouvoir qu'ils ont de faire croire qu'ils sont des super-héros, de faire croire que ces gens-là sont la famille de ces jeunes, sont la perspective d'avenir. Moi, je crois en l'égalité républicaine. Je crois en l'école de la République. Je crois en ce que la République, dans toutes ses formes, elle peut offrir comme perspective d'avenir. Elle peut offrir comme vie, comme rêve. Et je crois que ces jeunes, ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit de rêver, ils ont le droit d'avoir des ambitions, d'avoir des projets, d'avoir quelque chose. Et donc il n'y a aucune haine dans mes propos, il n'y en aura jamais, parce que je pense que ça serait leur donner quelque chose en plus de ce que je peux ressentir à titre personnel, de salir mon cœur avec de la haine, et je m'y refuse. Vivre sous protection policière, c'est vivre en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est vivre en renonçant à une partie de sa liberté. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier cette liberté pour la cause que vous défendez? Je pense que cette liberté, elle est déjà sacrifiée, on ne m'a pas demandé mon avis. Si seulement on m'avait demandé comme vous le faites aujourd'hui, si j'étais prêt à le faire ou pas, sans qu'on vienne m'arracher justement mon frère, et sans qu'on vienne me briser ma vie, m'arracher ma liberté, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je le suis malgré moi. Est-ce qu'on vous a proposé de refaire votre vie dans le calme et l'anonymat à un autre endroit en France? Je vous pose la question. Je crois pas que ça soit possible. Vous savez, ces gens-là, ils ont des relais, des antennes partout. Partout, ces gens-là, aujourd'hui, la TZ, elle est implantée sur tout le territoire. Ils sont dans les rues de Bruxelles, ils sont partout en Europe. Donc je pense pas que ça soit possible. Je pense pas qu'il y ait une touche qui fasse machine arrière. Et surtout, je pense pas que moi, je me permettrais d'aller au fin fond de la Creuse et de dire j'oublie mon frère, j'oublie Mehdi, j'oublie Brahim, j'oublie ma vie, j'oublie mes compagnons de route, j'oublie celles et ceux avec qui je me suis battu dans les quartiers, j'oublie tout ça et je vais devenir écrivain, auteur ou je ne sais quoi. Et ça, je pense pas que ça soit possible. Merci beaucoup Amine Kessassi, merci pour votre sincérité, votre courage et Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien jusqu'à la fin. Un petit mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui ont rendu possible cette interview. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.